France Inter. Il est 18h15 à Paris, il est 19h15 à Istanbul et je vous emmène. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. Baskıların artması zaten herkesin tahmin ettiği. Doğru söyleyip doğru çıkmaz. France Inter en direct de Turquie. 18-20 spécial. C'est une élection pour les Turcs, c'est un enjeu planétaire aussi qui va se nouer ici dans 3 jours, dimanche, quand 64 millions d'électeurs iront aux urnes. Erdoğan, installé, vous le savez, depuis 20 ans, est devenu l'un des symboles des régimes autocratiques au pouvoir dans de nombreux pays. Il tient la Turquie d'une main de fer, mais c'est aussi un président fragilisé qui se présente aux électeurs, fragilisé par une situation économique désastreuse et par le tremblement de terre, bien sûr, du 6 février qui a tué 50 000 personnes. L'opposition, elle, est réunie en un front, tous contre Erdoğan. Elle est en tête dans les sondages, elle sait que peut-être quelque chose est en train de se passer. Pour comprendre ensemble ce point de bascule, je vais vous emmener marcher dans Istanbul, à la rencontre des symboles de la ville, à la rencontre de ses habitants, des espoirs aussi et des inquiétudes de tous ceux qui vont voter dans un sens ou dans un autre. La Turquie est bien vaste, les amis, mais on a 2 heures devant nous. Bonsoir. France Inter, le 18-20, en direct d'Istanbul. Fabienne Sintès. Alors, je disais à l'instant que c'est une balade politique qu'on voulait vous offrir dans Istanbul pour comprendre où sont les enjeux de ce scrutin. Et notre première arène ne pouvait pas être ailleurs que là où nous sommes. Bonsoir Marie-Pierre Véraud. Bonsoir Fabienne, merhaba. Merhaba, vous aussi, vous allez nous accompagner, Marie-Pierre, pendant ces 2 heures, vous et d'autres que je vous présenterai au fur et à mesure. Il faut nous la décrire un peu, cette place Taksim. Marie-Pierre, on est là devant le monument de la République, avec évidemment la figure d'Atatürk qui est ici. On est dans une sorte de point névralgique, ou en tout cas ce qui a été un point névralgique ici à Istanbul. Oui, elle est gigantesque, cette place Taksim, vous pouvez la voir. C'est un lieu très symbolique, c'est la place de la République. C'est là qu'on venait fêter le 1er mai, c'est là qu'on se rassemble après les victoires du match de foot. C'est là que toutes les manifestations avant la dernière période pouvaient se dérouler. Et effectivement, ce monument Atatürk, le père, le fondateur de la République, c'est le centenaire de la fondation de la République, c'était en 1923. Atatürk, d'un côté de ce monument, on le voit en soldat pour la guerre de libération, de l'autre en président civil. Et en civil, parce qu'il a quand même fait tourner... Habillé à l'occidental. Il a fait tourner ce pays. Alors donc, on a ce monument, on a derrière une mosquée qu'on ne peut pas ne pas voir. Et c'est là que je voulais vous emmener. Cette mosquée, elle est toute neuve. Début de construction 2017. Et on sait que 2017, c'est aussi l'année des pleins pouvoirs pour Erdoğan. Fin de construction, référendum, absolument. Fin de construction 2020. Et déjà, ce qu'on voit sur cette place, c'est cette dualité-là, en fait. Et il n'y a pas que ça, d'ailleurs, parce que si on regarde autour de nous, Marie-Pierre, des affiches électorales partout, avec évidemment un seul homme dessus, et c'est Recep Tayyip Erdoğan. Oui, juste sur la caserne, sur la caserne, je vous dis caserne parce qu'en fait elle est bâtie un peu sur le modèle d'une caserne, cette mosquée. Elle a été inaugurée par Erdoğan le 28 mai 2021, et le 28 mai, c'est une date très symbolique dont on va parler peut-être tout à l'heure, et c'est sans doute pas un hasard s'il a choisi cette date pour l'inaugurer. Et pas très loin d'ailleurs, puisque allons-y, et ce sera je vous présenterai notre première invitée dans un tout petit instant. Effectivement, la symbolique du 28 mai est là où nous irons après. On le voit d'ici, c'est le parc Gezi. On voit d'ici les arbres. Ce qu'on voit d'ici, ce sont les arbres et les policiers. Là aussi, on y viendra. Alors, je vous ai promis de nous présenter les invités. Et la première, c'est vous, Gülçin. Bonsoir. Bonsoir. Gülçin Erdi, vous êtes sociologue, vous aussi vous nous accompagnez, vous étudiez notamment les expressions politiques de la ville et Dieu sait qu'ici ça a un sens immense. Et justement cette place-là, le sentiment que ça laisse, c'est qu'elle nous dit à quel point Erdoğan a voulu remodeler la ville, remodeler l'espace public à l'image de sa présidence et peut-être même en changer l'usage. Marie-Pierre nous disait avant on faisait la fête ici, aujourd'hui on ne fait plus la fête sur cette place-là. Bon, enfin, en fait, on faisait la fête, mais ça fait très très longtemps maintenant qu'on ne fait plus de fête, en fait, sur la place Taksim. La place Taksim, c'est une place symboliquement très chargée. C'est un des premiers projets de créer un espace public avec son centre culturel, avec son parc. C'était beaucoup plus grand avant, Gezi Park. Et donc, créer vraiment un espace public. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, à Istanbul, on se sent quoi dépossédé de ce qu'était l'usage premier de cette
place. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas? Ouais, on peut dire comme ça, mais en fait, c'est très relatif. Vous savez, déposséder, parce que les islamistes aussi pensaient qu'ils étaient dépossédés complètement de l'usage de cette place. Ouais. Et tout ce qu'ils ont fait ces 20 dernières années, c'est justement récupérer la revanche et l'accaparer en quelque sorte l'utilisation de cette place Taksim, qui est autrefois, par exemple dans les années 70, était une place où ils faisaient les plus grands manifs du 1er mai. Aujourd'hui, on ne se rassemble plus, place Taksim, on ne manifeste plus, place Taksim, ailleurs non plus, mais c'est interdit, très policé ou pas? On en aperçoit quelques-uns des policiers, mais... À Maltepe, ils ont déterminé un lieu de manif, en fait, pour toutes les manifestations, et on est obligé d'aller là-bas au bout du monde, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que on sent bien jusqu'à quel point, y compris ces 20 dernières années, Erdogan cherche à la fois à célébrer la figure du père parce qu'elle est incontournable, celle d'Atatürk, tout en essayant de la gommer. On se dit que c'est compliqué d'entrer dans ce trou de souris, en fait, mais c'est ce qu'il a fait ces 20 dernières années. Tout à fait. En quelque sorte, moi, je trouve que Erdogan, en fait, veut se mettre à une place de deuxième père de la nation turque, après Atatürk. Quand on regarde toutes ces politiques mises en place, notamment les politiques d'urbanisation, c'est toujours dans une grandeur nature, des énormes projets de développement urbain, transformation de l'espace urbain, en fait. Et laisser une trace où on pourra dire ça c'est Erdogan qui l'a fait, ça c'est Erdogan qui l'a fait. Exactement, c'est comme la mosquée à Çamlıca, sur la colline de Çamlıca, c'est aussi une mosquée pour Erdogan, donc il veut laisser sa trace dans l'espace public. Du coup, j'ai cette curiosité, moi, puisqu'il va y avoir le centenaire effectivement de la République là en 2023, s'il est réélu, qu'est-ce qu'il en fait de ce centenaire-là? En fait, comment il s'accapare ce centenaire-là, lui? Bonne question. Ça va être en fait déclaration de la consolidation totale de son pouvoir politique en Turquie. Si en fait il réussit dans ces élections, après je ne sais pas comment il va quitter le pouvoir, à vrai dire. Il appelle le siècle de la Turquie, cette année 2023. Elle est fondamentale pour lui. Il rappelle tous ses grands projets, comme Atatürk avait aussi de grands projets de développement. Il se met vraiment dans les traces. Il dit avec moi, on va vers le deuxième siècle de la Turquie. Ça veut dire qu'on recommence en fait. On repart d'un point zéro et encore plus mieux. grand. Ça va être son siècle en quelque sorte. Il débute le siècle, le 20e siècle, c'était le siècle d'Atatürk. Le 21e siècle, ça va être le siècle d'Erdogan en quelque sorte. Et quand on regarde en fait la place, il y a tous les symboles de la Turquie qu'il veut mettre en place. Le nationalisme d'un côté et la religiosité dans l'espace public de l'autre. Donc, dont on parlera dans un instant parce qu'on ira dans un autre lieu très symbolique qui mélange aussi, où ont été mélangés ces deux symboles-là. Ce sera tout à l'heure à Sainte-Sophie, puisqu'on est en train d'avancer doucement vers le parc Gezi. Je voudrais saluer Emre Kor qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Merci beaucoup d'être avec nous, Emre. Le parc Gezi, on va y rentrer par là, nous dit Marie-Pierre, en essayant de monter ces petites marches qui sont devant. Il y a toujours beaucoup de barrières qui sont dessus. Il faut nous rafraîchir un peu la mémoire, Emre. Gezi, là aussi, il y en a des anniversaires cette année. Oui, c'était en 2013. Ça commence comme une espèce de mouvement environnementaliste parce que le projet d'Erdogan, le bâtisseur, comme on en parlait à l'instant, était de créer une sorte de centre commercial. Ouais. Et vous, les jeunes, vous dites non, il faut conserver le parc, conserver les arbres. Est-ce que vous vous souvenez du moment où de ça, oui, un tout petit peu, tourne la revendication vers quelque chose de politique? La tournure, ça a commencé très vite. On a été soutenu par plein de personnes, de tous les camps, de toutes les parties. C'est-à-dire, là, il y avait des conservateurs, si vous voulez, des femmes voilées, des gens vraiment super croyants, pratiquants, etc. Ils venaient nous soutenir. Il y avait d'autres personnes, je ne sais pas, des Kurdes, tous les syndicats, la gauche, la droite, tout le monde. Et tout de suite, c'est devenu quelque chose de très politique. Donc est-ce que ça disait le premier Al-Bol vis-à-vis d'Erdogan? Ça faisait 10 ans, 2003-2013, oui, le premier Al-Bol. Oui, exactement. C'est pourquoi d'ailleurs, il est super gêné de cet événement, de ces mouvements de Gezi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, il y a eu plein de procès après. Aujourd'hui, Osman Kavala, il est en prison. Toujours en prison, pour cette raison. Condamné à perpétuité. Voilà, exactement, malheureusement d'ailleurs. Alors là, c'est très mignon ce petit parc, il y a des jeux pour enfants, des bancs, on peut s'asseoir. Il y a quelques personnes qui se promènent, mais
un tout petit peu à côté, Emre, là pour le coup c'est moins festif, il y a des barrières, il y a des quarts de policiers, il y a des policiers aussi qui sont là armés, ça veut dire que on sent bien qu'il y a quelque chose qui dit vous nous ferez pas le coup de foi. Oui, peut-être on peut voir ça comme ça, c'est vrai, mais en même temps, enfin, de leur côté, ils gardent ce souvenir, mais de notre côté, enfin, vous aussi. Disons, les résistants, on va dire comme ça, nous aussi on garde des choses, si vous voulez, enfin, on garde cet événement et le souvenir de ces événements en tout cas. Et là, aujourd'hui, avec les élections qui approchent, dans 2 jours, et nous avons vraiment, beaucoup d'espoir. Et je pense que là, c'était la période, les événements de Gezi, ça a éveillé quelque chose. C'est-à-dire, jusque là-bas, jusqu'à ces événements, Erdogan, il jouait sur la polarisation entre les croyants et les non-croyants. Quelque chose comme ça, si vous voulez. Mais là, ici, dans le parc, on était tous ensemble. Oui. Et c'est là que, il a commencé à jouer sur d'autres choses. Et c'est là qu'il a eu peur, peut-être. Peut-être que c'est aussi la première fois qu'il a peur. Exactement. Est-ce que vous diriez qu'il y a de l'esprit de Gezi aujourd'hui dans ce qui monte au sein de l'opposition en Turquie, que cet espoir que vous avez, parce que les sondages, pour l'instant, il faut rester très prudent, mais que pour l'instant les sondages sont favorables à l'opposition, que semble-t-il il se passe quelque chose dans ce pays, vous diriez qu'il y a de l'esprit de Gezi dans ce qui se passe aujourd'hui ? Oui. Voilà, moi je pense que cet esprit, il a un grand sourire, Emre, quand il nous raconte. Et, non, mais je suis très optimiste là-dessus. C'est vrai, vous êtes très optimiste. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes espoirs, au fond tout ce qu'on entendait à Gezi, on l'entend peut-être moins fort, parce qu'on n'a plus le droit de manifester ici à Gezi, mais vous diriez qu'on entend la même chose ? Oui, alors, si vous voulez, le Gezi, ça a déclenché aussi l'importance des réseaux sociaux. Parce que là, à l'époque, les médias classiques, on va dire, et traditionnels et tout, donc ça fonctionnait pas. Donc ça parlait d'autres choses, ça parlait pas, de ces événements et tout. Et donc là, aujourd'hui, comme les réseaux sociaux ont gagné beaucoup d'importance, ça continue aussi aujourd'hui cette importance, et on peut voir à quel point les gens sont rassemblés autour d'une cause vraiment très importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il en parle encore de Gezi. Erdogan, dans le fameux grand meeting de dimanche dernier, on a tous vu ces images, cette marée incroyable de drapeaux turcs. Il parle encore de Gezi. Ça, c'est important, Emre. Ça veut dire qu'il a eu peur ? Est-ce que ça veut dire qu'il a encore peur ? Est-ce que c'est comme ça que vous le lisez, vous ? Je pense qu'il a toujours peur, parce que de temps en temps, dans ses meetings, c'est lui qui utilise ce mot de Gezi Park. Voilà. Et vous savez qu'il nomme tout le monde, les recteurs des universités. Quand il a nommé le recteur de l'université de Boğaziçi, très contesté, il a dit « ils ne me referont pas un Gezi ». Voilà. Quand les étudiants ont commencé à protester en disant « il n'a aucune légitimité académique », il a dit « ils ne referont pas Gezi ». C'est vraiment le traumatisme. Est-ce que vous pensez, Emre, qu'il peut y avoir un autre Gezi si Erdogan passe ? L'esprit qui est celui de la Turquie aujourd'hui et d'Istanbul, est-ce que ça vous dit il peut y avoir un autre Gezi ou pas ? Oui. Je suis presque sûr. Si Erdogan passe, s'il gagne, je pense que 6 mois après, on verra à peu près la même chose. Je ne suis pas si sûr que ça, moi. J'espère qu'il passera pas. Gülçin qui a quelques doutes, mais... Il y aura peut-être des Gezis qui partiront du pays. En tout cas, ce que ça dit, Gülçin, juste avant d'écouter le reportage de Marie-Pierre, c'est que il y a une envie, on parlait de la place qui avait été tellement changée, de ce parc aussi, ça dit aussi une envie de se réapproprier ces endroits pour les Stambouliotes et pour les Turcs. Exactement. D'ailleurs, quand le maire Ekrem İmamoğlu est arrivé au pouvoir, il a voulu reconstruire la place de Taksim autour d'un projet auquel les habitants d'Istanbul vont voter, et ils avaient décidé de mettre en place, réaliser un projet plébiscité par les Istanbuliotes. Et c'était vraiment une excellente initiative. C'est pour la première fois que quelqu'un demande quelque chose aux habitants, aux citoyens en Turquie, voilà ce que vous voulez. Et par contre, ce qu'ils ont fait, le gouvernement a récupéré la propriété de ce parc et l'ont donné à une fondation. Donc impossible de réaliser quel que soit le projet. Les jeunes, on en parlait à l'instant, 1 électeur sur 10, c'est un vivier de presque 6 millions de personnes qui sont nées sous et avec Erdogan. Le vote jeune, évidemment, il n'est pas monolithique, vous allez le comprendre avec ce reportage. C'est un reportage que vous nous avez laissé, Marie-Pierre Véraud, un reportage qui montre à quel point le trou générationnel, la fracture générationnelle, merci, existe dans ce pays. Sevgili gençler, sevgili gençler. Il les interpelle, ces jeunes, et d'après les études, ils lui répondent. Une grande majorité de jeunes Turcs souhaitent tourner la page de l'ère Erdogan,
Une fracture générationnelle que l'on retrouve même dans les fiefs de l'AKP, comme dans la ville de Trabzon. Celal, 18 ans. On n'est pas du même avis avec mes parents. Je suis le seul, je me bats tout seul à la maison. Eux, ils votent AKP, ils sont pour Erdogan. Je suis le seul à la maison à défendre Kılıçdaroğlu. Vous essayez de les convaincre, vos parents, ou c'est peine perdue? Non, impossible de les convaincre. Erdogan les trompe avec la religion. Il ne voit pas l'économie. Ils seraient prêts à ne manger que du pain. La jeunesse turque est assommée par la crise. Première victime du chômage, elle a du mal à s'imaginer un avenir dans son pays. Jeanne est étudiant à Istanbul. Dans ce pays, les étudiants ont toujours dû s'endetter pour survivre. Déjà, on a tous souscrit à un prêt étudiant auprès de l'État. On devra le rembourser à la fin de nos études. En plus, moi, comme je suis un homme, je dois faire mon service militaire. Mais je veux l'écourter et je vais devoir payer 100 000 livres pour cela. Donc je me retrouve à commencer ma vie active avec une dette de 135 000 livres. Et je n'ai absolument pas le capital pour rembourser cette somme. Et puis on s'endette pour faire les courses chaque jour. Comme on n'a pas d'argent sur notre compte en banque, on vit à crédit. Et chaque mois, on atteint le plafond auquel on a droit. Tous mes amis se battent pour pouvoir payer leurs dettes auprès de la banque. Moi-même, j'ai dû faire un prêt pour payer la dette sur ma carte de crédit. Jeanne votera Kılıçdaroğlu, mais plus contre Erdogan que par adhésion enthousiaste. Le président convainc toutefois toujours certains jeunes comme Ismaël, ouvrier dans une usine automobile des faubourgs d'Istanbul. Moi, personnellement, je suis satisfait du gouvernement. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils feront, ils respectent les promesses qu'ils font. C'est vrai, il y a une crise économique, mais c'est une crise mondiale, c'est à cause du coronavirus. Je pense que cela aussi va s'arranger. Recep Tayyip Erdogan, je ne sais pas trop ce qu'il propose pour les jeunes, mais ce qui est important, c'est qu'il a une posture forte à l'étranger comme à la maison. Comme dirigeant politique, il montre sa force. Dans l'opposition, il y en a peu qui pourraient diriger le pays avec sa poigne et il n'arrive pas à emporter la confiance. Cette poigne, c'est justement ce qui inquiète une majorité de jeunes Turcs. Plus de liberté, pas même celle de tweeter ou d'aller à un concert. Plus de justice. Ils ont le sentiment d'étouffer dans leur pays. Un nombre croissant s'exile ou songe à le faire. C'est le cas de Nilüfer. On essaie de regagner les droits qu'on avait il y a 15 ans, 20 ans. C'est le droit de s'exprimer, le droit de protester, le droit de changer le régime parce que on n'est pas même sûr si on aurait une élection juste parce qu'on a peur que notre gouvernement va essayer de voler nos votes. C'est terrible. Entre nous, on dit « ouais, on verra qu'est-ce qu'on va faire après les élections ». Les élections, c'est comme un seuil pour nous qui va décider si on aurait la possibilité de vivre chez nous ou s'il est le temps de partir. Le mot que j'ai entendu, Marie-Pierre, dans ce reportage qu'on vient d'entendre juste avant de changer de lieu, d'aller vers un autre symbole d'Istanbul, c'est le mot seuil. Ça dit chez les jeunes, soit cette fois ça passe, soit moi je m'en vais. Le chiffre, je crois que c'est 64%, plus de 64% des jeunes qui veulent partir de ce pays. Oui, et qui sont déprimés. Le taux de suicide a augmenté. Ils ne se voient plus d'avenir. Ils ne savent pas comment continuer à habiter dans un pays où ils ne peuvent pas se vêtir, s'exprimer, faire la fête aussi pour des raisons économiques. Enfin, comme ils l'entendent, comme ils voient les jeunes des autres pays. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, Emre. Effectivement, ils voient sur les réseaux sociaux qu'on vit différemment ailleurs. Et on continue cette balade dans Istanbul, dans cette édition spéciale du 18-20 sur France Inter. Je vous ai promis plusieurs lieux symboliques. Comment ne pas aller à Sainte-Sophie ? Forcément, et c'est là que nous allons tout de suite. On va le faire, je ne sais pas encore si on y va en métro, en tram ou en taxi, mais en tout cas, à un moment, on y sera. C'est parti. Alors Marie-Pierre, pendant le trajet, racontez-nous un peu l'atmosphère de cette fin de campagne. Ça ressemble à quoi ? Écoutez, on a du mal parfois à se rendre compte que le pays est en campagne. Il y a des affiches partout, il y a quelques petites camionnettes qui circulent, il y a des stands. Mais l'état d'esprit des gens est quand même plutôt à la situation économique qui est terrible. Mais on a l'impression quand même dans ces derniers jours qu'il y a quelque chose qui se cristallise. En tout cas, du côté de l'opposition, il y a beaucoup plus d'ambiance festive, il y a beaucoup plus de chants, on y croit et on le dit ouvertement. Et une opposition qui pourtant...
On parlait de figures et d'espace tout à l'heure à Taksim, qui dans l'espace médiatique n'existe pas ou quasiment pas. Quasiment pas, en tout cas sur la chaîne publique, elle a 60 fois moins de temps d'espace que le président. Et puis les médias privés sont aux mains d'Erdogan ou de ses proches pour la plupart, donc il est très difficile effectivement d'avoir une parole libre. Il faut rappeler rapidement, Marie-Pierre, à ceux qui nous écoutent, que les gens qui nous parlent le font parce qu'on a beaucoup insisté. Parfois on change les noms. Enfin, on est dans un pays qui sent que peut-être quelque chose a changé, mais on est quand même dans un pays extrêmement tenu, avec des gens autour qui, à juste raison, ont peur et hésitent. On veut bien vous parler, mais après les élections. On parle après si ça tourne, si l'élection tourne, si la présidence tourne. Si l'opposition l'emporte, on veut bien vous rencontrer, parler à visage découvert avec notre nom et vous dire tout ce que l'on pense vraiment. Donc on est parti, ça va être joli en plus parce qu'on va traverser le Bosphore avant d'arriver jusqu'à Sainte-Sophie. France Inter en direct de Turquie. 18-20 spécial. Là voilà donc Sainte-Sophie, la très jolie Sainte-Sophie, la vieille dame Sainte-Sophie, parce que quand même Marie-Pierre Véraud, ça commence à faire l'installation plus que millénaire de cet magnifique édifice d'une espèce de couleur un peu rose, un peu ocre. On la connaît, Gulçin Erdi veut évidemment rester avec nous, l'histoire de Sainte-Sophie, la basilique d'abord, et puis la prise de Constantinople, la mosquée, et puis Atatürk, le musée, et puis à nouveau une mosquée. Ça fait aussi partie des marqueurs Erdogan pendant cette période-là, retransformer Sainte-Sophie en mosquée. Exactement. En fait, quand on regarde la transformation de la mosquée de Sainte-Sophie, ça correspond aussi à une période particulière d'Erdogan, parce que Erdogan au début n'était pas très chaud à le transformer en mosquée. En 2013, il disait même que, alors qu'on n'arrive même pas à remplir la mosquée bleue, on ne va pas mettre à Hagia Sophia une place de mosquée, c'est pas nécessaire. La mosquée bleue, soit dit en passant, qui est juste derrière nous. Il y a des arbres ici, mais on aperçoit les magnifiques 6 minarets qui sont juste là. Ouais. Exactement. Donc en fait, ça correspond aussi à une période qu'on décrit comme une dérive autoritaire du gouvernement d'Erdogan. Un autre marqueur, Marie-Pierre Véraud, de la dérive autoritaire, on a vu la mosquée de Taksim il y a un instant, on s'est remémoré ce qui s'est passé à Gezi. Et là aussi, c'est l'un des marqueurs autoritaires, ça se passe après 2017 et ça redit comment la place de la politique et de la religion empiète sur l'espace public dans cette ville d'Istanbul et dans la Turquie. Oui, il a rendu la mosquée aux croyants, il lui a redonné sa fonction première et c'est la grande fierté aussi de tous les gens. Vous voyez ici les files ininterrompues de personnes qui vont à Sainte-Sophie pour la visiter, pour y prier, et ça, beaucoup vous disent, en fait, grâce à lui, on peut y aller maintenant, c'est plus payant, c'est gratuit. Avant, quand c'était un musée, ça nous était confisqué. Et vous parliez du marqueur politique et de la mosquée bleue. Et effectivement, récemment, cette mosquée a rouvert après des travaux. Et c'était fin avril. Et lorsqu'Erdogan a fait son discours d'inauguration, il en a fait un discours politique, de meeting politique, en disant qu'il allait marcher sur les cadavres politiques de ses opposants. Ça a beaucoup choqué, même dans les milieux très conservateurs qui le soutiennent, que de faire entrer l'islam comme ça, dans la politique, dans une mosquée, dans un lieu saint. Bonsoir Anand Loher. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici sur cette place en face de cette mosquée, donc Sainte-Sophie. Vous êtes journaliste, vous êtes installé ici à Istanbul depuis plusieurs années. Et c'est vrai que on la voit depuis le début de cette émission, la dualité entre la laïcité et l'islam à l'intérieur de cette ville et aussi de la Turquie. Ici, c'en est peut-être l'un des symboles les plus forts. Est-ce que vous diriez que c'est son rapport à la religion qui définit de toute façon Recep Tayyip Erdogan ? Il y a de ça, évidemment, mais pas que ça. Sainte-Sophie, quand il l'a reconquis, en fait, parce que c'était ça en 2020, il y a le symbole religieux, évidemment, ce que disait Marie-Pierre, rendre Sainte-Sophie à l'islam, parce que pour beaucoup de Turcs, elle n'a jamais été autre chose qu'une mosquée depuis la conquête. Il continuait de la regarder avec ses yeux-là, mais il y a aussi tout un symbole national. Et il se la réapproprie en tant que Turc aussi. C'est une façon de dire, elle est à nous. Elle n'est pas aux étrangers, elle n'est pas aux Grecs, elle n'est pas à l'Occident. Elle est à nous musulmans et elle est à nous
turque. Les deux composantes sont importantes. J'allais vous demander si entre le nationalisme et le religieux, qui sont l'un des deux piliers vraiment de cette présidence depuis 20 ans, j'allais vous demander ce qui l'emporte selon vous. Vous êtes en train de me dire que l'un s'imbrique dans l'autre tout le temps. Il y a même un nom pour ça s'appelle la synthèse turco-islamique qui ne date pas de Recep Tayyip Erdogan, qui avait été activée dans les années 80 par les militaires du coup d'État 1980. Cette idée que la nation turque, dès le départ, est définie à la fois par son identité musulmane sunnite, c'est important de le préciser, et turque, ethnique turque, et Sainte-Sophie, parce qu'elle est venue avec une conquête territoriale en plus que religieuse, elle symbolise ça, cet islamo-nationalisme que porte Recep Tayyip Erdogan et son allié au pouvoir, parce qu'il ne gouverne pas tout seul, il est au pouvoir avec un parti ultranationaliste. Les deux sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et ça parle aussi de son histoire quand même à lui, ça parle de son enfance religieuse, ça parle de son école religieuse, ça parle du premier parti religieux qui était le sien. C'est aussi de ça que ça parle, cette mosquée ici. Bien sûr, Recep Tayyip Erdogan a grandi dans des milieux non seulement très religieux, mais aussi revanchards, pour lesquels la perte de Sainte-Sophie avait été une tragédie et aussi un symbole de tout ce que la République, la jeune République, avait pu retirer aux citoyens de sensibilité musulmane plus exacerbée. Donc le parti de le parti de naissance de Recep Tayyip Erdogan, de naissance de l'islam politique, et son mentor Necmettin Erbakan avait été pendant des années le premier sur la scène à revendiquer le retour de Sainte-Sophie dans le giron de l'islam. Mais est-ce que vous diriez que la Turquie aujourd'hui est un pays qui se tourne vers la religion, enfin qu'il y a plus de religieux aujourd'hui? Est-ce qu'au contraire il y en a moins? Est-ce que c'est difficile à quantifier? Est-ce que c'est quelque chose qui se délite un peu, contrairement à ce que Erdogan voudrait montrer et laisser à penser? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? C'est difficile d'évaluer ces choses-là parce que le discours politique, la politique est tellement prégnante en Turquie que si on se fie au discours du pouvoir, évidemment que la religion est beaucoup plus présente ces dernières années par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans. Après, quand vous vivez dans la société turque et que vous côtoyer des Turcs et discuter avec des Turcs de toute la Turquie au jour le jour, et notamment les jeunes générations, c'est étrange à quel point tout ce discours finalement n'est pas forcément si perméable que ça à cette société turque. Les gens ne sont pas forcément plus focalisés sur la religion, sur la pratique religieuse, sur les impératifs religieux. Il y a un décalage entre le discours porté qu'on entend beaucoup à l'international et le quotidien de la société turque. L'opposant, celui qui dirige l'opposition et ce front anti-Erdogan pour ces élections, Kemal Kılıçdaroğlu, lui, il dit qu'il est alévi. Et quand il l'a dit, il dit même « Je suis alévi, je suis un musulman sincère ». Ça dit... mon interprétation, c'est de dire au milieu de ça, de ce que vous nous racontez, de cette dualité permanente entre laïcité et islam, je suis la voix du milieu. N'ayez pas peur. J'ai l'impression d'entendre ça. Est-ce que je me trompe ou pas? Le n'ayez pas peur est très important parce que c'est un des arguments de campagne de Recep Tayyip Erdogan de faire peur à toutes ces classes conservatrices musulmanes qui ont peur justement que il y a la question de Sainte-Sophie, il y a la question du voile, qu'il y a un retour en arrière, ce qui serait perçu comme un retour en arrière en cas de victoire de l'opposition. Kemal Kılıçdaroğlu dit non seulement je suis musulman, mais il dit je suis un autre musulman, parce qu'il n'y a pas que l'islam sunnite en Turquie et cette voie-là des Alévis qui sont certes une minorité. C'est quoi les Alévis d'ailleurs? Alors les Alévis, c'est difficile à définir, c'est un syncrétisme, un mélange de croyances et de pratiques qui sont très différents de l'islam sunnite hétérodoxe. Ils ne prient pas dans des mosquées par exemple, ils prient dans des maisons du djem, des djemevis, avec une cérémonie qui n'a rien à voir avec la prière musulmane sunnite. Les hommes et les femmes sont ensemble. Les femmes ne sont pas voilées. Il n'y a pas d'interdit de l'alcool. Et puis il y a tout aussi une origine de cette croyance-là qui remonte à des cultes antérieurs à l'arrivée de l'islam en Anatolie, du chamanisme, du zoroastrisme. Donc c'est vraiment une croyance à part et qui est une minorité certes, mais une minorité quand même nombreuse, c'est plusieurs millions de personnes. Et quand Kemal Kılıçdaroğlu dit ça, il dit non seulement je suis musulman, mais il dit aussi il y a d'autres islams en Turquie, il y a d'autres façons d'être en Turquie, il y a une société diverse, une richesse, et il faut en fait qu'on soit fier de cette richesse et pas qu'on se divise en permanence. J'entends aussi qu'il dit aux Turcs je peux vous sortir du fracas. Moi, ce que je propose dans ma voix médiane, c'est quelque chose finalement de plus apaisé et qui fait moins de bruit. Oui, c'est une bonne image. Presque la normalisation, enfin la normalité en fait, juste de prendre un grand verre d'eau et une bonne respiration et d'apaiser un peu cette société turque qui est quand même très très tendue, très polarisée, très divisée ces dernières années. L'opposition fait campagne sur ça et toutes les attaques du pouvoir, ils font attention à pas répondre coup pour coup, à tout le temps rappeler les messages d'apaisement, de dire on ne répond pas, on attend sagement les urnes, on gagnera par le calme, par la sérénité. Vous, Gülçin Erdi, est-ce que ça vous parle, cette espèce de voix du milieu, ce côté plus apaisé que vend l'opposition aujourd'hui? C'est presque un argument de campagne de dire, pardon de le dire en ces termes-là, mais on aboiera moins fort.
Oui, on peut dire ça. Ça me parle. Et ça me parle pas uniquement à moi, mais à pas mal du monde, je pense. Parce qu'on est vraiment fatigué par le conflit social. On est fatigué, en fait, par cette atmosphère tendue. Tous les problèmes, toute mobilisation est considérée, en fait, comme une attaque contre l'État. Toute voix haute, opposition, en fait, est considérée comme un acte de terrorisme dans ces dernières années. Et beaucoup de journalistes n'arrivent même pas à parler. Effectivement, ça me parle et les gens ont besoin, je pense, de cela en Turquie, cet apaisement. Société apaisée à Nandlauer. Apaisée, ça veut aussi dire, notamment, et c'est le grand symbole, libération des prisonniers politiques. C'est extrêmement difficile à quantifier, mais il y a ceux de Gezi, il y a ceux d'après le coup d'État en 2016, j'allais employer le mot de rafle, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer tellement... Recep Tayyip Erdogan a parlé de purge. Mais voilà, le mot purge, donc ça veut dire des universitaires, ça veut dire des journalistes, ça veut dire des milliers de personnes. Ça aussi, c'est un immense espoir dans la société turque. C'est même une promesse d'ailleurs de Kılıçdaroğlu. Oui, une promesse, mais alors qu'ils ne mettent pas énormément en avant, parce que c'est compliqué à cause de ce discours du pouvoir de dire opposition égale terroriste, égale allié des terroristes, de dire si on va libérer demain tous ceux qu'aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan et son camp considèrent comme des terroristes, ça ajoute de l'eau au moulin du pouvoir. Donc oui, il y a eu des promesses symboliques, libérer par exemple l'ancien dirigeant du parti pro-kurde, c'est Selahattin Demirtas qui est enfermé depuis 2016, Osman Kavala depuis 2017 et tous les prisonniers de Gezi. Ça, ce sont des procès symboliques qui touchent beaucoup de Turcs, très au-delà d'ailleurs de l'électorat de l'opposition, où ils se rendent compte qu'il y a des injustices immenses. Après, d'aller dire, comme le pouvoir le prétend, que des membres du PKK, par exemple, vont être libérés, ça c'est de la propagande électorale du pouvoir. Il n'est pas question pour l'opposition d'aller libérer des gens qui ont été condamnés pour ce genre de terrorisme-là. En tout cas, la possibilité d'une alternance qui donne beaucoup d'espoir aux familles qui ont des prisonniers dans leur famille, des frères, des pères, des cousins, des sœurs, etc. C'est votre reportage à Nandlauer et on l'écoute. C'est le genre de moment où l'absence de son mari lui pèse un peu moins lourd. Ce jour-là, Meriç Karaman et quelques centaines de personnes marquent le premier anniversaire du verdict de Gezi. Cette figure de la société civile turque, dont le mécène Osman Kavala et l'urbaniste Tayfun Karaman, condamnés, emprisonnés, accusés d'avoir organisé, financé, mené ce grand mouvement anti-Erdogan au printemps 2013. Depuis 10 ans, les slogans de Gezi n'ont pas changé. Depuis 1 an, les vendredis matins de Meriç Karaman ne changent pas non plus. Départ à 6h30 avec sa fille de 3 ans et demi pour la prison de Silivri. 1 heure avec Tayfun, que l'ONG Amnesty International considère, avec ses codétenus, comme des prisonniers d'opinion. Mais à quelques jours d'un scrutin qui pourrait porter l'opposition au pouvoir, Meriç Karaman est pleine d'espoir. Nous n'avons pas d'autre option que de gagner ces élections. Je ne dis pas ça seulement pour ma famille. La société ne peut plus vivre dans cette tension permanente, avec ce discours qui nous divise, nous monte les uns contre les autres. Dès que le pouvoir aura changé, dès que les pressions sur la justice auront été levées, dès qu'on pourra à nouveau parler de droit dans ce pays, alors nos proches sortiront de prison, parce que ce procès n'est rien d'autre qu'un procès politique. Le principal rival de Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, promet une justice indépendante, donc la libération des prisonniers politiques. À l'urbaniste Tayfun Karaman, il a promis un rôle au sein de l'exécutif. Eyüp Murcu, président de la Chambre des architectes, veut croire que ce scrutin sera un sursaut démocratique pour la majorité des Turcs. Je crois que la société a compris que si ce pouvoir se perpétue, les politiques autoritaires d'aujourd'hui deviendront les politiques dictatoriales de demain, et que la répression sera encore plus organisée et violente qu'elle ne l'est déjà. Voilà pourquoi le scrutin du 14 mai sera un tournant majeur pour nos libertés et notre démocratie. S'il y a un électorat pour lequel le sort des prisonniers politiques est étroitement lié au scrutin du 14 mai, c'est celui du parti pro-kurde, le HDP. Des centaines de ses dirigeants, maires et militants sont derrière les barreaux. Parmi eux, l'ancien coprésident du parti, Selahattin Demirtas. Comme le mécène Osman Kavala, il est maintenu en détention alors que la Cour européenne des droits de l'homme exige sa libération depuis 2019. Sevgi, rencontré dans un meeting du HDP à Istanbul, votera Kemal Kılıçdaroğlu pour cette unique raison. La première chose qu'il devra faire, c'est libérer notre président. Nous voulons que Selahattin Demirtas, qui est innocent, sorte enfin. Erdogan n'a rien fait pour les Kurdes. Il a fait des promesses pour obtenir nos voix, mais il ne les a jamais tenues. Mon seul souhait, c'est que l'opposition l'emporte et que Selahattin Demirtas soit libre. Et j'y crois, je m'attends à de très bonnes nouvelles.
Recep Tayyip Erdogan, pour sa part, répète chaque jour de la campagne que des terroristes seront libérés en cas de victoire de l'opposition. Anne Andler, ce qu'on entend dans votre reportage, est-ce qu'on a déjà entendu au cours de cette émission depuis le début de cette balade dans Istanbul, c'est que si rien ne se passe, ce sera pire. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez? C'est une petite musique qui existe vraiment dans la Turquie aujourd'hui? Alors après, le pire, chacun le définit comme il veut de son point de vue, mais c'est vrai que c'est à peu près sûr pour en termes de liberté que... Disons qu'il n'y aura plus aucune retenue, c'est ça la crainte des gens en fait. Oui, et puis qu'aussi Recep Tayyip Erdogan va réussir ce qui lui reste peut-être encore à accomplir, c'est-à-dire de complètement contrôler totalement les institutions, parce qu'on l'ignore souvent, mais il y a quand même des bureaucrates au sein de l'appareil d'État qui ne sont pas contents de ce qui se passe, pas satisfaits de cette façon de contrôler tout d'un seul endroit. Et la crainte, c'est que 5 années de plus de Recep Tayyip Erdogan lui permettrait d'avoir un contrôle total de tout ce qu'il ne contrôle pas aujourd'hui, évidemment pour s'assurer de plus risquer de perdre la moindre élection. Merci beaucoup Anne Andler. On la quitte à regret, la mosquée Sainte-Sophie, mais on la quitte pour notre dernier rendez-vous et sur un thème qu'on n'a pas encore abordé, qui est vraiment très important dans la Turquie d'aujourd'hui, c'est celui de l'économie et de l'inflation. Pour ça, c'est facile. On va aller au marché, tout simplement, regarder dans le panier de la ménagère, comme on dit. Gülçin Erdi, je vous remercie beaucoup, je vous libère, mais on se retrouve tout à l'heure en deuxième heure au Café Lehmann. Ne traînez pas trop sur la route. À tout de suite. Le 18-20 en Turquie. Demokratik adı altında oligarkım. Fabienne Synthèse sur France Inter. Voilà, nous sommes donc dans le dernier stop, la dernière étape de cette première heure. Marie-Pierre Véraud, c'est un endroit où on voulait vraiment aller. Nous sommes dans un marché, là tout simplement, autour de nous, avec les étals, les salades, les carottes, les nèfles, le rouge des fraises. Et la raison pour laquelle on tenait absolument à être dans un marché, c'est que, évidemment, l'économie va guider ce vote dans 3 jours, va peut-être même d'ailleurs être la raison pour laquelle vont voter, au-delà de tout ce qu'on peut dire aussi sur la politique, non Marie-Pierre? Absolument, tous les Turcs en souffrent, qu'ils soient proches de Erdogan ou dans l'opposition. Ils ont vu les prix flamber, mais les prix même des produits de base, comme l'oignon, qui est un plat, qu'on utilise dans tous les plats, qui est devenu presque inabordable, les pommes de terre. On est vraiment sur des paniers qui se sont réduits énormément. On n'achète plus, on vous dit, les fruits ou les légumes au kilo, mais à la pièce. Et on va de marché en marché pour essayer de trouver l'endroit où il sera le moins cher. On essaie de négocier des rabais. Avec une inflation qui officiellement tourne autour de 60%, 40%, et qui officieusement, c'est en tout cas ce qu'on lit ici et là, dépasse 100 voire 110. Bonsoir Elmas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de parcourir ce marché avec nous. Si vous aviez votre cabas, on l'aurait ouvert en fait pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement, mais comme tu le vois, je ne l'ai pas parce que je ne fais pas mes courses dans un marché ou dans un point de vente. J'en fais dans plusieurs. J'essaie de suivre les prix et les promotions pour m'alimenter et manger correctement. Ça veut dire que tout le monde devient expert en fait et sait où trouver les produits les moins chers. Exactement, donc on devient acheteur, comme je dis, des bons acheteurs. Quand on a du mal à se rendre compte, nous en France, que ça veut dire quand on a 60, 70%, 80%, peut-être plus encore d'inflation, est-ce que ça veut dire que ce qu'on voit là, tiens, on va regarder les prix par exemple des tomates qui sont là, est-ce que ça veut dire que si on revient demain, ça aura grimpé, ça marche comment? Exactement. Par exemple, vous savez, les oignons ont augmenté vraiment catastrophique. Exactement. Mais hier, j'ai acheté mes oignons à 9,90, alors que la semaine dernière était à 35, voire 38. Donc c'est un peu comme la bourse en fait. Et la semaine suivante, peut-être à nouveau à 39, allez savoir. Ça veut dire des sacrifices, mais même pour vous, vous êtes de la classe moyenne, Elmas, vous avez moins de difficultés évidemment que certaines des personnes qui sont là autour de nous aujourd'hui. Même pour vous, ça devient compliqué, en tout cas ça se voit à la fin du mois. Exactement, exactement. Et comme je vous l'ai dit, je suis les promotions et je suis les différents points de vente et les marchés. Que vous n'aviez pas fait avant, ce que vous ne faisiez jamais avant? Que j'en faisais très peu, même moins, exactement. Est-ce que ça guide le vote? Est-ce que ça guide le vôtre, ça, par exemple? On dit qu'on vote avec sa tête, on vote aussi avec son ventre, et quand il est vide, il dit autre chose. Exactement. Si j'ai du mal à m'alimenter et que j'ai du mal à acheter ce que je veux, oui, c'est exactement comme tu viens de le dire. C'est mon portefeuille qui est important, bien évidemment. Plus que le reste, finalement, au moment de mettre un bulletin dans l'urne. On va pas dire plus que le reste, mais qui a quand même un point assez important. Et ça participe, j'imagine, on a beaucoup parlé d'épuisement de la société turque au cours de cette première heure, de la fatigue, on parlait tout à l'heure de la fatigue, du fracas et du chaos. La fatigue
de cette économie aussi joue énormément. Est-ce que ça aussi, ça participe selon vous à l'épuisement turc en ce moment? Exactement. D'abord, le peuple turc a l'habitude aussi de ces changements. Mais là, depuis 2011, c'est catastrophique. On ne sait pas, comme je viens de vous dire, l'oignon qui augmente, qui triple. Donc on ne sait pas demain ce qui va se passer. Peut-être que ça va baisser, peut-être que ça va augmenter. Donc en fait, on n'y pense plus. Moi, je sais que dans mon entourage, voilà, on vit au jour le jour. Voilà, exactement. Mais on vit et aussi on n'est pas en rupture de produits aussi. Ça, je voudrais le souligner. On n'a pas de manque de produits. Et ça au se contraire. voit sur le marché, tout est très bien achalandé. Exactement. Mais les prix, alors, augmentent ou baissent. Après, voir pourquoi. Mais est-ce qu'on sait et est-ce qu'on s'inquiète de savoir, dans la situation où on est aujourd'hui, si au fond, même Kılıçdaroğlu sera à la hauteur de cette tâche-là du redressement de l'économie? C'est quand même une question aussi, j'imagine, qu'on se pose. Oui, c'est une question pic des élections, parce que ça soit les prix, mais ça soit aussi les salaires. Vous savez que le SMIC a quand même triplé en l'espace de 1 an, ce qui est énorme, que ça soit pour les salariés ou que ça soit pour les entrepreneurs. Parce qu'une entreprise, un patron, ça veut dire qu'il doit augmenter le salaire et ça sort de sa poche. Donc c'est tout un financement et les recrutements sont de moins en moins parce que les salaires, les patrons n'arrivent plus à recruter aussi. Ça veut dire que vous savez, ou est-ce qu'on préfère fermer les yeux pour l'instant en se disant on verra après, qu'il y aura probablement des sacrifices à faire? Exactement, et on en fait déjà. Avec une crainte de ces sacrifices-là, Marie-Pierre, je vous vois opiner du chef, ce sont des choses que vous avez déjà, vous, entendues. On parlait des salaires qui augmentent avec Elmas, on parlait du SMIC. Il a eu beau doubler, tripler. On a bien vu à une famille de 4 de passer ce qu'on appelle le seuil de la faim. On ne parle même plus du seuil de pauvreté maintenant en Turquie, mais du seuil de la faim. Donc des familles disent qu'elles n'arrivent plus à nourrir leurs enfants correctement. La viande notamment est devenue très chère. Le poisson aussi. Et il y a eu évidemment une surenchère là ces derniers temps. Enfin, si les salaires minimums ont augmenté, mais aussi chez les fonctionnaires, mais aussi les retraites, il y a évidemment cette presque fuite en avant à la fois économique mais aussi électorale. Enfin, c'est pour ça aussi que le salaire minimum a augmenté. Ça s'appelle une fuite. Dans un circuit, le fait d'augmenter le SMIC, oui, c'est bien, mais après les prix augmentent aussi. Donc on revient encore à l'augmentation du SMIC. On re-augmente. Donc c'est vraiment une spirale dont on ne voit pas le bout. Il a encore annoncé le doublement du salaire des fonctionnaires. C'est ça. Mais ça ne va pas résoudre la crise que subissent toutes les familles turques. Elmas, est-ce que vous êtes, vous, une citoyenne turque inquiète ou impatiente avant ces 3 jours? L'état d'esprit qui est le vôtre dit quoi? Inquiète, non, parce que je fais confiance à mon pays. C'est un pays qui est quand même très riche et très puissant. Mais je suis... des nouvelles choses peuvent arriver, donc on va attendre. Et on reste positif. Et comme tout le peuple, vous voyez, les gens, ils sont heureux, ils sont quand même là, ils achètent peu ou en quantité limitée, mais ils voient, je pense, quelque chose. Donc pas inquiet, mais des changements vont peut-être arriver à la porte. Et ils iront voter, on l'a déjà dit, on le redira, ils iront voter à plus de 80%. Les Turcs, sans aucun doute, c'est ce qu'ils font. Peut-être dimanche. Et peut-être même un record dimanche. C'est par là que nous commencerons la 2e heure de ce 18-20 spécial sur France Inter qui prend fin ici pour la première heure. C'est la balade en tout cas qui prend fin. On va prolonger cette discussion dans un petit instant. Nous serons dans un café très politique qui s'appelle le café Lehman. Marie-Pierre, vous nous raconterez, il y a Elmas qui fait oui avec la tête, tout le monde connaît le café Lehman. Vous nous raconterez son histoire aussi. On aura l'occasion de reparler politique, reparler de l'opposition, parler aussi bien sûr de politique étrangère. Il reste beaucoup à dire 3 jours avant ces élections à Istanbul. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. Baskıların artması zaten herkesin tahmin ettiği. Doğru söyleyip doğru çıkmaz. France Inter en direct de Turquie. 18-20 spécial. Et après avoir donc sillonné la ville d'Istanbul et ses symboles politiques, nous voilà donc posés dans un café. On vous le décrira dans une minute. Il nous parle de ce café, de ce qu'est aussi malgré tout le dynamisme politique de la Turquie. Ce café Lehman où nous sommes, il va nous aider avec nos invités à plonger dans l'état politique de ce pays, les chances réelles de l'opposition qui est en tête dans les sondages ou ce que ferait Erdogan de ces 5 nouvelles années face à lui s'il était réélu. Tout cela donc avec nouveaux invités, avec reportage aussi bien sûr. Nous sommes à Istanbul jusqu'à 20h et soyez les bienvenus. France Inter, le 18-20,
en direct d'Istanbul. Fabienne Synthès. Et laissez-moi, comme il se doit, vous présenter ce tour de table dans ce Café Lehmann où nous sommes formidablement installés, un petit peu en retrait, mais avec quelques personnes autour de nous, et c'est tant mieux. Gulçin Erdi, vous êtes resté avec nous. Merci de nous donner une grosse partie de votre soirée. Merci. Vous êtes toujours sociologue et chercheuse à l'Institut français des études anatoliques. Sinan Ülgen est là également, bonsoir. Vous êtes ancien diplomate, vous êtes spécialiste de relations internationales, et Erol Anderoğlu est là également, bonsoir. Merci d'être avec nous. Marie-Pierre Véraud, je vous salue également, vous êtes resté et vous avez bien fait. C'est d'ailleurs à vous que revient la tâche de nous expliquer où nous sommes, Marie-Pierre, ce que c'est le Café Lehmann ici autour de nous, parce que pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est un endroit très particulier. Il y a des caricatures à droite, à gauche, un journal satirique toujours un petit peu au-dessus. D'ailleurs, les dessins sont très Reiser, un petit peu dans l'esprit. Où sommes-nous, Marie-Pierre? Eh ben, écoutez, on est donc dans ce Café Lehmann. On est dans le café de la revue satirique Lehmann. C'est le Charlie Hebdo turc, en quelque sorte. Hein. C'est la dernière revue de caricature en Turquie. Alors effectivement, c'est un café un petit peu à l'ancienne, hein, avec quelques miroirs et avec toutes ces caricatures qui nous entourent, un petit peu olé olé pour certaines. Hein. C'est un lieu de résistance, en tout cas politique, en plein cœur d'Istanbul. On est à 2 pas de la place Taksim. Et j'imagine que ça vous parle, vous, Erol Anderoğlu, qui êtes le représentant de Reporters sans frontières, quand on parle de liberté d'expression, quand on parle de droit de dire non. Enfin, il y a effectivement des endroits d'exception comme ça, mais vous êtes, vous, la preuve vivante de toutes les difficultés. Enfin, poursuivi par la justice, vous l'êtes depuis un bout de temps, depuis 2016, il y a eu un acquittement et puis retour. Enfin, tout ça, ce lieu nous dit que ça existe aussi et que ça peut réexister à l'intérieur d'Istanbul et de la Turquie. Tout à fait. Je pense que le dynamisme de la société civile turque, y compris la caricature, la presse critique, je pense que ça a bien tenu malgré une répression assez mesurable. Certains médias n'existent plus, mais il y a une succession de ces médias parce que cette dynamisme est là, et bien que faisant face à une tentative de démantèlement, eh bien ça continue de porter la voix de divers bords politiques en Turquie. Et ce dynamisme, pardon Marie-Pierre, oui, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'humour, les Turcs, et ils voudraient surtout pas abandonner la caricature malgré les difficultés. Hein. Et on parlait de ce dynamisme dont vous parliez à l'instant. Moi, je voudrais redire ce chiffre quand même, Sinan Ülgen, parce que oui, un pays difficile, oui, une liberté d'expression qui est sous le boisseau, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il va y avoir probablement plus de 80% de gens qui vont voter ce dimanche, premier tour, deuxième tour, s'il y a un deuxième tour. Le dynamisme, il est aussi là, c'est important de le redire et de le souligner. Oui, tout à fait. En Turquie, il y a cette tradition de participation au vote qui est déjà très haut. Ouais. En moyenne, ça va être 85-86%, mais cette fois-ci, ça va être probablement au-dessus de ça. On va aux alentours de 90%, ce qui démontre déjà la fidélité de l'électorat turc à la démocratie, aux urnes. Et ça veut dire qu'on y croit. On croit à la valeur de la démocratie, donc à la valeur de l'alternance. Oui, tout à fait. On croit à cette hypothèse d'alternance par le biais des urnes. Parce que je pose la question, vous savez pourquoi, on a parlé déjà ensemble, Gulçin Erdi, parce qu'il y a cette petite musique qui dit si il perdait, Erdogan ne pourrait pas partir, ne voudrait pas partir. Et au fond, là-dessus, j'ai l'impression que vous êtes assez divisés, vous les Turcs, et qu'il y en a un certain nombre qui disent mais si, parce que c'est ce que nous sommes. Vous vous dites quoi? Vous êtes un peu entre deux. Oui, je suis entre deux, mais surtout, je pense que ça dépendra du résultat des élections. Et je me suis toujours dit que si en fait Kılıçdaroğlu gagne comme avec un pourcentage 50,5, etc., ils vont contester forcément les élections, les résultats des élections en tout cas. Et en tout état de cause, ils vont tout faire pour pas partir au début. Et c'est pour ça que c'est important pour l'opposition, à mon avis, d'avoir vraiment une distance, en fait, un écart de résultats dans ces élections. Il ne faut pas que ça se joue à 3 ou 4 000 voix près ou 3 ou 40 000 voix près. C'est intéressant parce qu'il s'est passé un petit événement politique, Marie-Pierre Véraud, cet après-midi, avec un des candidats qui était un candidat marginal à 2 à 3%, qui s'appelle Muharrem İnce. Voilà, très bien. Mais je vous remercie beaucoup. J'ai fait beaucoup de progrès depuis ce matin. Merci beaucoup.
il s'en va pas avec le sourire, mais il s'en va en disant c'est pas moi qui serai responsable si jamais l'opposition perd à quelques voix près. À quelques voix près. Donc, il installe quand même cette idée que l'opposition peut gagner. D'un point de vue psychologique, c'est important parce qu'on ne sait pas effectivement. On peut imaginer que la plupart des voix qui allaient sur lui vont se reporter sur l'opposition, parce qu'il vient quand même du CHP. Il était le dernier candidat du Parti républicain du peuple face à Erdogan lors de la dernière présidentielle. Mais en fait, on ne sait pas à combien il était dans ces dernières semaines. S'il était à 2-3%. Donc, numériquement, c'est compliqué de le quantifier, mais d'un point de vue psychologique, c'est un énorme soutien à l'opposition. On voit, le peuple turc voit que cette alternance est possible. Mais numériquement, je veux juste ajouter ça, c'est peut-être difficile à quantifier, mais ça demeure critique, parce que, 2-3%, au début, on peut peut-être penser que c'est pas vraiment important, mais dans la mesure où l'opposition maintenant, Kılıçdaroğlu, est très proche du seuil de 50%, même ces 2-3%, s'il les accueille, et il va accueillir, à mon avis, au moins 50% de ces 2 ou 3%, c'est selon les sondages, ça devient très critique. 2 ou 3 jours avant les élections. Je voudrais ajouter un point aussi. Il ne faut pas oublier que quand il s'est lancé en fait comme candidat, il était autour de 8-9%, Muharrem İnce. Il y avait en effet Eric Zemmour en fait dans les élections turques, d'un candidat un peu à part et qui pouvait influencer les résultats. Donc un effet vote utile aussi, c'est ça que ça veut dire en fait au fil du temps, une espèce d'effet vote utile. Mais ce que ça veut dire aussi, et Roland Derouglu, c'est que tout le monde souhaite que ce soit une histoire de premier tour, que les choses soient bien claires au premier tour. Au fond, ça deviendrait très très compliqué s'il fallait revoter pour un deuxième tour, ce serait le 28 mai. Une forme de cohabitation mènerait le pays vers une crispation inédite. Il faut savoir que Erdogan a changé ce système politique avec 51%. À son avantage. Et depuis ce temps-là, depuis 2017-2018, eh bien, l'opposition a gardé le silence et a très bien vu que sous ce système, il n'était pas possible de se prononcer, de changer la donne et préserver les libertés des citoyens. Alors aujourd'hui, je pense que les gens n'en peuvent plus, enfin de la sphère critique, les gens n'en peuvent plus, et je pense que l'un des projets d'Erdogan, c'est à tout prix de compléter cette transition vers un plein pouvoir de son système hyper présidence. Dans ce schéma-là, la liberté de la presse, on est déjà vers une fragilisation assez mesurable, bien que la presse dite minoritaire d'il y a 10 ans, aujourd'hui est devenue au devant de la scène, a gagné de l'impact. Et il faut dire qu'Erdogan n'a pas réussi à imposer son monologue aux médias turcs. Mais ce que vous dites, je vous entends, c'est un peu dernière chance de stopper le cheval au galop de l'autocratie. Tout à fait. Il y a les mots ont un sens, Sinan Ülgen. C'était la semaine dernière, je crois, en meeting que Kemal Kılıçdaroğlu a eu cette phrase. Il a dit « J'apporterai le printemps à ce pays ». Et quand je dis que les mots ont un sens, on emploie à dessein le mot printemps comme un printemps turc. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qu'il peut y avoir dans l'air? Est-ce que et un printemps qui ne ressemblerait pas au printemps arabe d'ailleurs, parce que là il arriverait par le vote et par les élections. Est-ce que vous diriez que c'est ça qu'il y a dans l'air aujourd'hui, l'idée que peut-être un printemps turc? Je pense qu'il y a 2 réflexions à faire. Le premier, c'est effectivement quand on voit la campagne qui a été menée par Kılıçdaroğlu, il s'agirait de souligner que c'est une campagne qui va à l'encontre de la campagne d'Erdogan, qui est une campagne très négative. Le campagne d'Erdogan... Très diabolisante. Très diabolisante. Il insulte. Donc, très polarisant. Alors que la campagne... Et il y a une décision stratégique qui a été faite, à mon avis. Donc, la campagne de Kılıçdaroğlu ne répond pas à la campagne d'Erdogan. C'est sur une autre longueur d'onde qu'il essaye de convaincre l'électorat turc. Et là, c'est une campagne optimiste. C'est une campagne qui promet un avenir beaucoup plus libre. Des jours heureux, comme on pourrait dire. Et c'est de là que découle, à mon avis, la décision d'utiliser ce slogan de printemps.
pas nécessairement pour faire référence au printemps arabe ou au printemps de Prague, parce que cette fois-ci, on est en plein milieu d'un procès démocratique et ça va se passer par le biais des élections. Avant de poursuivre, Gülçin, je vous en prie. En fait, je pense, j'ai l'impression, merci. J'ai l'impression, en fait, dans ces élections, pour la première fois, il y a quelque chose, en fait, qui a changé par rapport aux autres élections. C'est-à-dire que Erdogan, pour la première fois, il a perdu la suprématie morale. Avant, en fait, c'était l'opposition qui était suiveuse de Erdogan dans les discours, dans les propositions, etc. Et là, on a l'impression pour la première fois que c'est Erdogan qui suit l'opposition. Parce qu'on a vraiment, à chaque fois, en fait, Kılıçdaroğlu propose quelque chose, 2-3 jours après, Erdogan dit oui, je vais faire ça. Mais c'est intéressant, qui impose la narrative, en fait. Exactement. C'est ça que ça dit. Là, le dernier exemple, c'est l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Kılıçdaroğlu a dit qu'il va mettre le salaire des fonctionnaires à 22 000 lire. Et là, aujourd'hui, Erdogan avait donné 12 000 lire. Et là, il a dit bon, à partir de juillet, il y aura 22 000. Donc ça montre en fait qu'il a perdu la. Juste une petite chose à ajouter. Au niveau politique, c'est tout à fait vrai pour ce qui concerne le débat, l'énoncé politique, mais c'est aussi vrai au niveau de la balance politique, parce que jusqu'à présent, Erdogan était le leader politique qui avait la majorité. Et donc, chaque fois qu'on a eu des élections, c'était l'opposition qui souhaitait battre Erdogan, qui était en état de majorité. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est l'opposition qui est en état de majorité au niveau du soutien électoral. Et maintenant, c'est à Erdogan de faire le rôle à l'envers, c'est-à-dire que non pas, il doit pas seulement maintenir son propre électorat, mais il doit convaincre l'électorat de Kılıçdaroğlu pour gagner. Et ça, c'est un pari très dur pour Erdogan. Alors, on va la poursuivre cette discussion. On va aller faire un aller-retour sur le terrain et notamment sur le terrain du séisme. Mais je voudrais quand même vous poser avant une question à chacun d'entre vous. Erol Anderoğlu, est-ce qu'on aurait cette discussion aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait cette même discussion aujourd'hui sans le séisme du 6 février? Diriez-vous que le pays serait dans un tout autre état, y compris un tout autre état politique, sans cet événement absolument tragique? Est-ce que le tournant est vraiment là? Est-ce qu'on se parlerait comme on se parle s'il n'y avait pas eu ça? Non, je pense que c'est un événement dramatique qui a sévi plus de 10 millions de citoyens, mais eux-mêmes et d'ailleurs la nation turque a pu expérimenter un peu ou à mettre en exergue le pouvoir d'Erdogan à travers la mobilisation ou la non-existence des moyens publics, etc. Et donc vraiment ce qui a le laboratoire en fait où Erdogan a été testé avec son plein pouvoir, avec son budget, avec on voit l'état des constructions, on voit le clientélisme, où on voit la rapidité de l'État, de l'hyperprésidence. Et ça a donné aussi l'opportunité à Kılıçdaroğlu, ce séisme, une opportunité incroyable. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le réveil, c'est triste à dire pour une tragédie de cette ampleur, mais est-ce qu'on peut dire aussi froidement que ça que le réveil de l'opposition, c'est le séisme, Sinan Ülgen? Le réveil de l'opposition et le fait que politiquement l'opposition a un avantage maintenant est dû à l'économie, même avant le séisme. C'est vrai, mais pardonnez-moi de vous interrompre une seconde. La mise en place de cette fameuse table des 6, c'est le moment enfin où un nom sort du chapeau et on sait qui va mener l'opposition. Tout ça a été extrêmement laborieux. Donc c'est un peu comme des dominos, ça se met en place, c'est très laborieux. Et puis, effectivement, cet épisode de séisme derrière, on a l'impression que la chronologie, c'est celle-là. Oui, la chronologie, c'est celle-là, bien sûr. Mais le fait que l'opposition a maintenant un avantage électoral, c'est dû au marasme économique. Et ensuite, on a bien sûr l'impact du séisme. Alors mais c'est ça la chronologie. Et on l'a vu partout, Kılıçdaroğlu, au moment du séisme. Il était sur le terrain partout. Et il avait un discours très offensif aussi et très politique. Et vous aussi? Il a dormi dans un temps. Dans une tente? Dans une tente pendant quelques jours. Et vous aussi, Marie-Pierre Véraud, vous étiez partout pendant ce séisme, après et maintenant aussi. On va y retourner justement dans ces zones dévastées. On écoute votre reportage, on se retrouve bien sûr juste après. 3 mois après le séisme, on est ici toujours dans le deuil, dans la survie, eau, vivres, électricité.
Tout manque dans la province du Hatay. L'aide est absente ou insuffisante. C'est de cela que chacun veut d'abord parler, comme Nourten. Ce qui compte, c'est qu'on nous vienne en aide. On s'est retrouvés à la rue, les serpents envahissent nos tentes. On ne peut pas protéger nos enfants. Peu importe qui vient au pouvoir, on n'en peut plus, il faut que ça change. La colère contre l'abandon de l'État reste vive. Les voix qui sortaient des décombres hantent toujours les rescapés. Un ressentiment qui pourrait aussi se transformer en abstention. Hussein en veut à tous les partis. Pas une municipalité, pas un responsable n'est venu voir dans quel état nous sommes. On nous a abandonnés. On vaut si peu que ça. Notre douleur est grande. J'en suis plein. Je ne pourrais pas l'exprimer. Les élections approchent. Je pense qu'on va les boycotter. À notre place, vous voteriez pour qui? Des gens qui vous traitent comme des citoyens de 3e, 4e classe? Je préférerais voter pour un Chinois plutôt que de leur donner ma voix. La plupart des jeunes, comme Mustapha, ont cependant choisi leur camp. Nous, dans ma famille, on votait pour eux, mais ils traitent les gens tellement mal. Ou plutôt, ils ne traitent pas tout le monde de la même manière. Que les gens en ont marre. La vie coûte trop cher, ils nous ont laissés livrer à nous-mêmes. Tout le monde le voit bien, ça suffit. Beaucoup de choses vont changer avec ces élections. Mais l'AKP est majoritaire dans ces provinces conservatrices et devrait le rester, car beaucoup comme Ayten, croisés dans les rues d'Antioche, n'en veulent pas au président pour leur malheur. Le président fait tout son possible. Est-ce que Tayyip Erdogan l'emportera? Je pense que oui, parce qu'il le faut, parce que personne d'autre ne pourrait redresser la ville. Que ce soit Kılıçdaroğlu ou n'importe quel autre parti, pour moi, c'est Erdogan. Ces élections s'apparentent aussi à un casse-tête logistique dans les provinces toujours dévastées. 2 millions de personnes déplacées au total. Beaucoup n'ont pu s'inscrire dans leur nouveau lieu de résidence. Pour voter dimanche, il leur faudrait revenir dans leur ville d'origine. Mission impossible, estime le maire d'Antioche, tenu par l'opposition. Environ un tiers de la population a dû quitter la ville. On estime que malheureusement quelques 200 000 personnes seront privées de leur droit de vote. On ne pourra en faire venir qu'une infime minorité parce qu'il est impossible de trouver suffisamment de bus pour les transporter. Et si tous voulaient venir en voiture, cela créerait des embouteillages monstrueux. Et bien sûr, ce sont des votes perdus pour les sociodémocrates, pour l'opposition. Sans oublier la question des listes électorales. Ali Bilgin est avocat, il sera mobilisé pour surveiller le scrutin. Il y a des gens qui sont morts lors du tremblement de terre ou qui ont disparu et qui figurent toujours sur les listes électorales. Et l'on pourrait voter à leur place. C'est tout à fait envisageable sur cette zone du séisme parce qu'officiellement ils sont toujours en vie alors qu'en fait ils figurent peut-être parmi les personnes enterrées sans identité. On n'a pas de chiffre précis mais c'est déjà arrivé par le passé et le terrain est propice à ce type de manipulation. Une certitude, quel que soit le futur président, la tâche s'annonce immense pour panser les blessures, sans même parler de reconstruction. Le 18-20 en Turquie. Demokratik adı altında oligarkım biz. Fabienne Synthès sur France Inter. Et c'est intéressant qu'on ait entendu ce mot difficulté de panser les blessures, parce qu'encore une fois, j'ai entendu dans un meeting précédent Kılıçdaroğlu dire nous allons guérir la Turquie aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce terme de guérir et s'il y a guérison possible, Erol Anderoglu. En fait, si Erdogan le choix du terme guérir me semble intéressant. Si Erdogan perdait ces élections, il laisse derrière lui un vaste chantier. Je me prononcerai principalement sur ce qui reste de ce secteur des médias. On peut se dire que la presse libre... Avec votre casquette RSF, je le rappelle, Reporters sans frontières. Oui, en fait, il laisse derrière lui des journalistes qui n'ont aucun rapport entre eux, divisés, polarisés depuis plus d'une décennie. Et il faut restaurer ce marché, instaurer un secteur transparent par rapport à la propriété des médias, instaurer la justice, assurer l'indépendance de la justice, mettre fin à des organes qui régulent les médias mais les rendre indépendants, etc. Il aura
il aura vraiment brisé cet héritage démocratique instauré depuis 70 ans. Comment ça marche d'ailleurs, Sinan Ülgen, si l'opposition venait à gagner? En effet, les cadres de justice qui ont été installés par Erdogan et qui rendent la justice, comme nous le savons, tout le réseau et le maillage de gens qui sont les siens. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que tout le monde s'en aille et on renomme à nouveau? Enfin, quelle sorte d'énorme remue-ménage va devoir avoir lieu dans ce pays? Effectivement, pour peut-être enchaîner après les propos de Erol, il faut effectivement restaurer aussi l'État, pas seulement les médias. Et là, c'est un peu, si vous voulez, tragique dans la mesure où la Turquie, comme la France d'ailleurs, a un héritage étatique de longtemps. C'est un héritage impérial qui trace ses racines à l'Empire ottoman, qui est ensuite devenu une tradition de l'État moderne républicaine. Mais cet État elle-même est devenu très fébrile par Erdogan. Ça a été la bureaucratie a été remplacée sur base de loyauté partisane et non pas de mérite. Et on voit maintenant partout les conséquences de cet État qui a été fragilisé, y compris le séisme. Comment l'État a répondu ou n'a pas répondu vraiment aux besoins des gens qui ont été affectés par le séisme. On le voit partout. Donc effectivement, il faut aussi restaurer une restauration de l'État. Ceci dit, le système constitutionnel actuel qui avait été mis sur chantier pour Erdogan lui-même, avec une hyper-centralisation du pouvoir, va maintenant être utilisé par quelqu'un d'autre pour restaurer l'État. Et là, il y a beaucoup de compétences constitutionnelles que Kılıçdaroğlu, s'il est élu, pourrait effectivement utiliser pour mettre sur chantier ces réformes. Ça veut dire qu'il faudrait, c'est le terme que vous aviez employé tout à l'heure quand on parlait toutes les deux, Gülsün Erdinç, une espèce de voilà, vous m'avez compris, de la Turquie, de la société turque. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise monumentale, comme vient de nous le rappeler notre ami ex-diplomate. Tout à fait. Moi, ce que je pense, tout à l'heure, on parlait du séisme comme un tournant, en fait, dans la campagne électorale. Et je pense que le séisme a révélé trois choses. Sinan a très bien souligné. Et ces trois choses, d'un côté, la centralité étatique, gouvernementale ne fonctionne pas. Les citoyens en Turquie, en fait, ont compris que cette ultra-centralité ne fonctionne pas. Et ils ont compris aussi qu'au sein de l'État, il y a beaucoup de gens qui sont incompétents, qu'il y a une absence de compétences. On a vu avec les scandales autour de Kızılay, le croissant rouge turc, qui vendait des tentes à des associations au lieu de les distribuer en fait à des victimes du séisme. Et troisième chose, c'est la corruption. La corruption qui atteint vraiment des seuils considérables en fait au sein de l'État. Donc le séisme a révélé en quelque sorte un État sous les décombres. Et quand Kılıçdaroğlu en fait parle de guérir la Turquie, il parle aussi de guérir l'État en fait, parce que cette tradition étatique bien établie en Turquie a été complètement cassée, laminée et la tradition étatique a vraiment disparu, a affaibli en Turquie. Rapidement, Marie-Claire. Oui, puis aussi de réconcilier la société, de guérir la société de ces divisions, de cette polarisation qui est vraiment très nette. Alors, on va se poser la question de savoir ce qui tient toujours autour de Erdogan quand même dans cette société turque. Je voudrais vous faire écouter un reportage que nous a ramené en Andeleur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez entendre deux jeunes gens qui votaient tous les deux pour l'AKP. L'un l'a quitté, mais pas l'autre. Et vous allez comprendre pourquoi. Ahmet et Oğuz ont beaucoup de choses en commun. Ils ont la trentaine, ont fait des études, ils ont grandi dans des familles assez pieuses et conservatrices, et ils ont tous les deux voté pour Recep Tayyip Erdogan. Ils sont amis, et quand ils se retrouvent au café, ils parlent souvent de politique. Le 14 mai, l'un d'eux votera à nouveau pour l'actuel président, tandis que l'autre n'en est pas sûr. Celui qui doute, c'est Oğuz. Tayyip Erdogan l'a déçu. Erdogan est arrivé au pouvoir en menant une bataille contre ce qu'on appelle l'establishment.
l'establishment. Il l'a mené au début, non seulement pour les musulmans conservateurs, comme moi, mais aussi pour d'autres groupes, comme les Kurdes, les Alévis, et même les non-musulmans. Mais ensuite, son pouvoir a été entaché par la corruption et le népotisme. Et, encore plus décevant pour moi, cet homme politique qui prétendait s'opposer à l'establishment est devenu lui-même l'État. Je ne peux plus voter pour lui l'esprit tranquille comme autrefois. La corruption, le népotisme, l'autoritarisme, tout ce que dénonce Oğuz, tout ce dont le président turc et son parti, l'AKP, sont régulièrement accusés, Ahmet ne le nie pas. Mais contrairement à son ami, lui n'envisage pas de voter pour le principal rival de Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du CHP, Parti républicain du peuple. Même si ce dernier est soutenu par une très large alliance de partis d'opposition, y compris des musulmans conservateurs, Ahmet continue d'associer le CHP aux élites ultra-laïques qui ont bridé au XXe siècle l'expression de l'islam dans la sphère publique turque. Les problèmes pour lesquels on peut critiquer Erdoğan et l'AKP n'influencent pas mon vote. Mais le fait que je vote pour eux ne veut pas dire que je ne vois pas ou que je cautionne ces travers. Je vote pour Erdoğan parce que c'est de lui dont je me sens le plus proche. Je n'ai aucun reproche à faire à Kılıçdaroğlu, mais je ne voterai pas pour lui. À cause de ses politiques passées, le CHP n'arrive pas à me convaincre. L'AKP de Tayyip Erdoğan demeure en nombre d'électeurs le premier parti de Turquie. Mais le président et sa formation n'ont pas réussi à élargir leur base électorale. Ils ont même perdu une partie de leurs anciens soutiens. Les deux piliers du vote Erdoğan, d'un côté une relation spéciale, affective, décrite comme une histoire d'amour entre lui et ses électeurs. De l'autre, un intérêt purement pragmatique de hausse perpétuelle du niveau de vie. Ces piliers sont fragilisés par la chute du pouvoir d'achat que les Turcs ont subi ces 3 dernières années. Seda Demiralp, politologue. Auparavant, les électeurs de l'AKP n'avaient jamais eu à payer de prix pour cette histoire d'amour. De mon point de vue de politologue, cette élection est donc très intéressante, car pour la première fois, l'électeur AKP va devoir prendre une décision. Va-t-il choisir son lien affectif ou ses intérêts pragmatiques? Jusqu'ici, les deux n'étaient jamais autant entrés en conflit. Pour convaincre les indécis, Recep Tayyip Erdoğan diabolise l'opposition et fait de sa campagne une démonstration de puissance dans l'espoir d'entamer une 3e décennie au pouvoir. Et nous sommes toujours au Café Lehmann en direct à Istanbul pour cette édition spéciale du 18-20 à 3 jours des élections législatives. On y viendra d'ailleurs et présidentielles. Il y a quand même une chose qui me frappe, Sinan Ülgen, en écoutant ces deux jeunes gens. Au fond, je me dis qu'il est peut-être temps de sortir cette espèce de système de balancier kémaliste, anti-kémaliste, kémaliste, anti-kémaliste. Enfin, essayer de trouver une autre voie qui réconcilierait d'ailleurs nos deux jeunes amis qu'on vient d'entendre dans ce reportage. Il faudrait bien, effectivement, mais ce qu'on a eu comme expérience politique avec Erdoğan, surtout après 2010, et surtout après Gezi, ça a été tout le contraire. C'est-à-dire qu'il a beaucoup misé sur cette polarisation identitaire. Et c'est un peu ça, c'est devenu vraiment une fragilité du pays, et ce choc au niveau de la société, avec des gens qui n'arrivent plus à se côtoyer, à parler, parce qu'ils représentent quelque chose de tout à fait différent, et qui est à l'antipode de l'un de l'autre. Et c'est ça qu'il faut guérir. Mais ça a été une stratégie politique bien menée par Erdoğan. Ce qu'il cherche à faire, on en a parlé aussi pendant l'heure précédente, c'est montrer une figure vraiment avec un grand F aux côtés de Mustafa Kemal. Mais on se dit que les Turcs ont besoin de cette figure. Est-ce que c'est une réalité? Ont besoin d'un leader auquel se référer, ou est-ce qu'au contraire, parce que Kılıçdaroğlu arrive dans un sens complètement inverse, en disant au contraire, pardon, je serai un président normal, fermez les guillemets, comme s'il se construisait à l'inverse, en fait. Tout à fait. La pendule a bougé. Ouais. C'est-à-dire que peut-être à un moment ou un autre, effectivement, ce désir d'avoir un leader politique fort a été un calcul pour beaucoup de Turcs. Mais maintenant, on a vu combien cette volonté de leader fort sans des balances démocratiques a pu nuire aux résultats politiques. Donc maintenant, je pense que l'électorat est à la recherche d'un autre symbole,
que cette fois-ci Kılıçdaroğlu essaye de devenir. Plus de normalité et d'apaisement, Marie-Pierre Véron. Oui, parce que la société a changé. En fait, elle est jeune, la société turque, elle n'a plus besoin de cette figure du père, elle s'en détache. Elle a besoin de plus de liberté et d'autonomie. Vous vouliez ajouter quelque chose, Gülsine? Allez-y, puis je voudrais qu'on parle législative dans un instant, parce qu'on oublie un peu trop qu'il y a aussi ce vote. En fait, il ne faut pas oublier, effectivement, que Kılıçdaroğlu se révèle comme un candidat normal, mais en même temps, il ne paraît pas, en fait, comme candidat faible. C'est-à-dire que dans tous ses discours, il dit clairement « je vais récupérer de l'argent, je vais punir qui sont en corruption dans l'État, est-ce qu'il vient me voir, j'ai peur de personne, etc. » Donc, il est très ferme en même temps dans ses discours. Donc, ce qui fait une sorte... les jeunes Turcs, ils l'appellent papy. Oui. Ils disent c'est le papy qui va instaurer la justice dans la société turque. Et le papy a cette figure apaisante. Donc, il est assez apaisant, mais juste. C'est comme les hommes justes, en fait. Donc ça joue. Et je voulais ajouter, en fait, sur le discours de celui qui va voter quand même pour AKP et qui n'a pas de confiance à CHP. Ça, il montre en fait quand même, il montre quand même en Turquie qu'il y a un mythe qui fonctionne, qui continue à fonctionner. C'est que CHP en fait est un parti anti-religieux et qu'ils ont cassé l'État à chaque fois ils sont arrivés au pouvoir. Sauf que depuis les années 70, CHP n'est jamais arrivé au pouvoir en Turquie et la droite turque a toujours continué à faire croire que CHP met le bazar dans le pays s'ils arrivent au pouvoir, ce qui est complètement faux. Le CHP, donc le parti kémaliste, et Roland Deroglou, je le disais, il y a des législatives en même temps, ce sont des législatives à un tour. Et c'est important de ne pas l'oublier parce que de ce que diront aussi ces législatives dira évidemment la figure de la Turquie à venir. Bien sûr, si la nouvelle composition du Parlement est en harmonie avec le président élu. Et effectivement, face à ce vaste chantier de restauration, de cohabitation, etc., ça a du sens. Mais si c'est le contraire... Ça change beaucoup de choses s'il y a un second tour, en fait, ce que diront les résultats des législatives, évidemment, Marie-Pierre. Oui, parce qu'on aura le résultat des législatives dimanche soir, exactement. Et peut-être pas de la présidentielle. Et si, en fait, le Parlement est un Parlement très divisé, il est possible que, par souci de stabilité, pour ne pas aller vers le diable qu'ils ne connaissent pas, vers cette instabilité qu'ils craignent, des Turcs ne votent pas pour l'opposition, pour ne pas entrer dans cette cohabitation à laquelle on est habitué en France, mais qui ici n'est pas du tout recherché. Alors, le temps file très très vite. Il y a un thème qu'on n'a pas du tout abordé. Erdogan, c'est aussi l'homme, objectivement, qui a remis la Turquie sur la carte du monde, qui sait désormais jouer des jeux politiques et géopolitiques. Il sait même jouer de ses ambiguïtés en fonction de ses alliances. On parle de Syrie, on parle de Libye, on parle d'Arménie, on parle de la relation avec Poutine, on parle de Russie, on parle de tout ça. D'abord une question, Sinan Ülgen, jusqu'à quel point ça compte dans l'esprit des Turcs qu'il ait remis ce pays sur la carte? Ça compte. La politique étrangère n'est pas vraiment une thème majoritaire de ces élections, mais par contre, ça fait partie de l'énoncé du parti au pouvoir, parce qu'effectivement, Erdogan mise beaucoup sur son rôle comme leader international, comme le président turc qui a mis la Turquie sur la cartographie internationale, qui a misé sur les industries de défense. On le voit partout, d'ailleurs, pendant cette campagne électorale, ce volet-là. Et donc, ça compte pour l'électorat, même si c'est pas la partie majoritaire. Avec peut-être de notre côté, nous, côté occidentaux, une espèce de vœu pieux, je ne sais pas, qui dirait que si Erdogan partait, alors tout changerait. Est-ce que c'est pas exactement l'inverse? Est-ce que là-dessus, on se dit qu'il y aura une politique étrangère, une géopolitique qui sera dans la pure continuité de celle d'Erdogan? Je pense qu'il faut nuancer. Ça sera plus poli, ça c'est sûr. C'est sûr, et ça sera pas de la pure continuité, parce que quand vous écoutez l'opposition, là, il y a un dessin stratégique différent, qui est de dire que eux, ils souhaitent mettre en exergue la vocation occidentale de la Turquie. C'est ça ce qui va changer à la fin des fins.
Donc miser sur cette relation-là. Donc on se réconcilie avec nous, les Européens, par exemple. Oui, ça va être c'est un peu la tâche des Européens de se concilier avec la nouvelle Turquie aussi. Ça, donc c'est pas seulement la tâche du nouveau gouvernement en Turquie, mais de cette manière-là, il y aura cet essor, cet élan vers l'Europe, vers l'Occident, sans pour autant mettre en péril les acquis de la Turquie dans le reste du monde. Ses relations avec les autres pouvoirs non occidentaux, que ce soit avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, la place de la Turquie en Afrique, par exemple, tout ceci va être partie de ce volet de continuité. Sachant que ça va être quelque chose à observer si d'aventure c'était l'opposition qui gagnait, et Roland Desrogloux, parce que quand même, faire une coalition pour gagner une élection, j'allais dire c'est facile. Non, c'est pas facile, mais on sait à quoi ça ressemble. Ensuite, il faut gouverner avec ça. Et cette coalition-là, elle est incroyablement hétéroclite. Enfin, il faut que les gens comprennent bien quand ils nous écoutent. On va vraiment de l'extrême droite, le bon parti, on est à l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Est-ce que la vraie crainte des électeurs que vous êtes, c'est pas aussi de se dire si ça tient pas, alors on retourne à la case départ beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait? Oui, en fait, la façon par laquelle ces oppositions ont réussi à se réconcilier étonne plus d'une personne, mais il est vrai que ça a été douloureux. Ça a été douloureux, mais ça a été assez constructif, disons. Mais il est vrai que il faut pas que les gens manquent de patience. Il faut que ça se révèle rapidement, et il faut que voilà, il y ait un président qui se réconcilie à ce projet, à cette grande construction. Tout à fait. Je pense que désigner un président, c'est très important, mais il faut savoir qu'il faut faire preuve de créativité pour recréer un système parlementaire qui avance suffisamment bien et qui instaure ces garanties. Et j'allais vous poser la question, d'ailleurs, recréer un président, recréer un régime parlementaire, le cas échéant, c'est-à-dire remettre le Premier ministre à sa place et le président à sa place. C'est ce qu'a promis Kılıçdaroğlu, en quelque sorte. Il dit « Élisez-moi, je ne ferai qu'un mandat et je donnerai mes pouvoirs, tous ces pleins pouvoirs, je les rendrai au Parlement ». Voilà, reste à voir si ça sera possible. Ça sera dépendant de la topographie politique du Parlement, parce qu'en Turquie, pour pouvoir se faire, le changement constitutionnel, c'est-à-dire il faut au moins 360 sur 600 ou bien une supramajorité pour une adoption directe au sein du Parlement. Selon les sondages, l'opposition n'aura pas cette majorité. Donc, quitte à savoir si l'AKP, une fois qu'ils ont perdu le pouvoir, souhaiterait négocier avec l'opposition sur un nouveau projet de constitution pour une transition vers le système parlementaire. Ça, c'est possible. Si d'aventure, en tout cas, ça dit que ce sera un pays compliqué à diriger la Turquie, quoi qu'il se passe, et y compris même si c'est l'opposition qui gagne ces élections, Gülçin Erdi. Ouais, en fait, ça dépend des scénarios, je pense. Parce que déjà, en fait, cette grande coalition a obligé à tous les partis de la coalition de la nation, en fait, de modérer énormément leur discours déjà. Même, en fait, ce qu'on appelle le parti extrême droite, e-party, a énormément modéré son discours. Et juste par rapport au résultat électoral, si, en fait, il y a cohabitation, je pense que la stratégie que Kılıçdaroğlu va adopter, c'est suivre le chemin de Erdogan pour mettre en place les réformes d'abord, rester dans le présidentiel et ensuite passer au parlementaire, en fait. Une chose en son temps, une chose à sa place, les élections, c'est dimanche, donc chaque chose à sa place également. Je vous remercie tous vraiment de votre présence ce soir. Je vous remercie vraiment tous pour ces 2 heures que nous avons passées ensemble. On remercie vraiment très fort le Café Lehmann pour son accueil très chaleureux. Gülçin, je vous remercie particulièrement parce que vous nous avez donné toute votre soirée, une grosse partie de la journée. Je voudrais remercier ceux qui nous ont parlé tout au cours de ces 2 heures parce que c'est pas toujours évident et ça n'est pas toujours sans risque. Et puis, remercier chaleureusement nos amis techniciens de France Inter pour le joli son, la jolie liaison. C'est Marc Garvénès et c'est Julien Girard. Tristan Gratalon est le maître des horloges. Et là, je viens de te mettre 1 minute, Tristan, pardon. Amélie Stadelman à la programmation. Merci beaucoup, Amélie. Marie-Pierre Véraud, évidemment. On vous écoute, on vous entend sur Inter suivre ces élections. Merci à tous.